Nous avons aussi Jean-François Aubigan, en 1775, qui ouvre son magasin à la Corbeille des Fleurs. Il vise toutes les cours européennes pour avoir plusieurs clientes, comme par exemple Marie-Antoinette, ce qui fait sa renommée. La parfumerie de Aubigan était le lieu préféré des muscadins, car portait que des parfums avec des muscs. On a deux grands succès, Fougère Royale et Quelques Fleurs. Le parfum est à cette époque le symbole de tout ce que les révolutionnaires détestent, car c'est un signe de richesse et de monarchie. Tout ce qui a un lien avec la royauté va être détesté. Le parfum sera donc banni. Le parfum commencera à faire peur car il est trop dangereux pour la santé. Mais ceci ne dure pas très longtemps. Néanmoins, les parfums sont toujours commercialisés. Il reste beaucoup de choses de cette période historique, notamment l'eau des 4 voleurs chez l'Occitane, Diptyque qui essaie de faire sortir des vinaigres de toilette. On a aussi l'eau de Cologne impériale de chez Guerlain, ou encore l'eau d'orange vert de chez Hermès. Et nous avons une marque qui s'appelle État libre d'orange, qui s'inspire de la Révolution française. Juicy Couture va s'inspirer de Marie-Antoinette. Et aujourd'hui, nous avons une tendance très importante des eaux de Cologne, qu'elles soient anciennes ou actuelles. Dior s'est inspiré de la Compagnie française des Indes, avec le parfum Escale à Pondichéry, et les maisons de parfumeurs existent toujours. Je vous emmène maintenant au 19e siècle, du Premier Empire au début de la parfumerie moderne, période allant de 1800 à 1900. 1791 marque par décret révolutionnaire la dissolution des maîtres gantiers parfumeurs, qui deviennent parfumeurs. Après avoir été occultés pendant et après la Révolution, les parfums reviennent sur le devant de la scène. À cette époque du Premier Empire, les femmes s'inspirent de la Grèce antique. Elles portent des robes et des couronnes de laurier. On surnomme les hommes les incroyables et les femmes les merveilleuses. Ce sont des gens qui sont issus de la haute bourgeoisie et ils ont un look assez particulier pour se dissocier des autres personnes. Ils sont à l'origine d'un courant de mode pour faire valoir des droits et sont anti-révolutionnaires. Ces hommes et femmes font partie des muscadins, ceux qui adorent les parfums au musc, et désignent les élégants, la jeunesse dorée, et possèdent des opinions royalistes. Ils utilisent un nouveau langage, la lettre R est retirée de chaque mot, puisque cette lettre vient du mot révolution, qui leur avait fait mal. Naissance du burlesque, exagération, décalage, extravagance et vulgarité. Le 18 août 1810, Napoléon Ier de Bonaparte est le premier à officialiser par décret impérial la séparation entre la parfumerie et la pharmacie. On différencie donc les deux. En 1804, le Sénat proclame l'Empire et Napoléon Bonaparte devient l'empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. L'impératrice Joséphine, qui fait partie des muscadins, était femme de Napoléon Bonaparte et adore et consomme beaucoup d'essences parfumées, notamment le musc, elle adore ça. À cette époque, le parfum reste un luxe, il est plus cher qu'un bijou et il est accessible aux gens à partir du moment où on commence la synthèse, en 1950. Napoléon a utilisé beaucoup de Cologne, environ 60 flacons par mois, il se nettoyait avec, il se faisait des canards au sucre et il l'utilisait pour se sentir bien. C'est Jean-Marie Farina qui lui offre un flacon et devient son parfumeur officiel. Il aimait la Cologne car elle a un côté pratique, elle soigne, elle nettoie et elle sent bon. Mais aussi parce que c'est un Corse, il aime beaucoup la végétation, les agrumes et forcément ça lui rappelle sa Corse natale. Il a été capturé et emprisonné sur l'île Sainte-Hélène et emporte avec lui des livres mais surtout des eaux de Cologne car il n'avait pas le droit d'être livré. Il avait le droit à un esclave, Louis-Étienne Saint-Denis, qu'on appelle aussi Ali le Mamelouk, qui va faire des colognes à Napoléon, identiques à celles de Jean-Marie Farina. La formule a été retrouvée en 1990 et le parfum a été recomposé par l'osmothèque. Nous retrouvons la célèbre marque de Guerlain, connue aux yeux de tous, une dynastie de parfumeurs, une histoire de famille en quelque sorte, vous comprendrez pourquoi. Le premier parfumeur et le fondateur de Guerlain, en 1828, il se nomme Pierre-François Pascal Guerlain, un médecin chimiste, qui va se revendiquer plus tard vinaigrier parfumeur. Il commence sa carrière de parfumeur comme étant courtier de matières premières et travaille pour Briard comme fabricant et vendeur. Dans les années 1800, va s'installer à Paris comme parfumeur et vinaigreur et crée sa marque, la marque Guerlain, en 1828. Mais à ce moment, il n'est pas encore parfumeur, donc il se fait importer des parfums d'Angleterre, comme par exemple le parfum Senteur des Champs ou encore Bouquet pour les Jardins du Roi, et se lance aussi dans la production des eaux de Cologne, préparation thermale et articles de beauté et d'hygiène comme les savons et les crèmes à la fraise pour le teint. Il va emménager dans une autre boutique à Paris où il va commencer à composer des parfums, parfum impérial, bouquet de l'impératrice ou encore bouquet Napoléon, et les clients se font toujours plus nombreux. En 1850, il commercialise Eau de Chypre, première création chyprée de l'histoire.
En 1853, marque la création par Pierre-François Pascal Guerlain de l'eau de Cologne impériale, très bergamote et aromatique, et rencontre un très gros succès. L'épouse de Napoléon III, Eugénie, va la trouver extraordinaire et se l'approprie, ce qui vaudra de la part de Napoléon III le titre de parfumeur de l'impératrice par brevet en 1853. Très reconnaissant, Pierre-François Pascal Guerlain va créer un flacon spécial pour Eugénie, comportant 69 abeilles, correspondant aux 69 armoiries de la reine. C'est un hommage total, et devient le flacon emblématique de la marque Guerlain. Pierre-François Pascal Guerlain va continuer à faire de nouveaux produits, comme le rouge à lèvres ou le poudre pour le visage, et va aussi être présent à la première exposition universelle de Paris en 1867, un endroit parfait pour se faire reconnaître. Il a 2 fils, Aimé, qui devient parfumeur, et Gabriel, qui a lui aussi un fils, Jacques Guerlain, qui deviendra aussi parfumeur. Il apprend le métier à son petit-fils, Jacques, qui se laisse guider par son grand-père et va créer son premier parfum, appelé le Jardin de Montcuré. En 1862, Aimé Guerlain apprend la parfumerie aux côtés de son grand-père et va progressivement prendre les rênes de l'entreprise. À l'époque, les parfumeurs ont peur d'utiliser les matières premières. Mais c'est en 1889 que Aimé Guerlain est le premier à élaborer un parfum avec de la vanilline, donc c'est une matière de synthèse, en grande quantité dans une création, dans le premier parfum unisexe et moderne, Jiki, contenant de la bergamote, de la rose, de la lavande, etc. Il marque le début de la parfumerie moderne et inventive et créative. La marque Guerlain attendra 1912 pour son premier grand succès. Alors Aimé Guerlain, il va former son neveu parce qu'il veut qu'il reprenne sa succession. Donc je vous ai bien dit que c'était une histoire de famille. Et va donc en 1900 commercialiser un parfum qu'il va nommer Voilà pourquoi j'aime mes rosines et créer d'autres produits comme la crème à la texture de crème fouettée qui sera un succès en 2000. Il va créer beaucoup de parfums Jacques Guerlain, comme par exemple Mouchoir de Monsieur en 1904, Muguet en 1908, L'heure bleue en 1912, qui est un parfum magnifique et indémodable. Il s'inspire des peintres et impressionnistes et la lumière si particulière de la levée du jour pour le réaliser. Il crée Mitsuko en 1919, qui signifie mystère en japonais, est un parfum d'après-guerre et annonce un nouvel ère. Ensuite, nous avons Shalimar, un chef-d'œuvre olfactif créé en 1925, qui est un parfum oriental vanillé. Le flacon a été reçu par Raymond Guerlain, qui s'est inspiré des vases qui ornent les jardins du Taj Mahal, en Inde, et travaillé avec Baccarat pour la réalisation d'un bouchon en forme d'éventail tout cristal bleu. En fait, c'est l'empereur en Inde qui va créer les jardins Shalimar pour sa femme qui est décédée, et va créer le palais du Taj Mahal en 1628. Donc Jacques Guerlain va s'inspirer de ça et baptise ce parfum Shalimar. Donc, saviez-vous qu'il y a environ 108 flacons de Shalimar vendus toutes les heures dans le monde, plus de 500 000 en France et 1 million par an à l'international, c'est vraiment énorme. On commence petit à petit à avoir de la publicité sous forme de films, notamment avec celle de Shalimar, où on met le parfum en avant. Mais maintenant dans les publicités de parfum, tout est centré sur l'égérie et non sur le parfum et c'est vraiment dommage. Et c'est là qu'on comprend que l'on vend plus stratégiquement parlant une égérie à laquelle on peut s'identifier grâce à un parfum. Concernant la pub Shalimar d'autrefois, il y a des pubs en noir et blanc qui ne pourraient pas redevenir sur le devant de la scène, contrairement à aujourd'hui, parce qu'elles mettent en avant l'esclavagiste. Et aujourd'hui l'esclavagiste est totalement interdit, que la marque Guerlain ne pourrait plus prendre le risque d'éditer de telles choses. Guerlain va s'installer aux Champs-Élysées, donc cette boutique a été conçue par un architecte, et en 1991, cette boutique a été classée parmi les monuments historiques. Mais malheureusement pour la marque, un anonyme va essayer de jouer avec son nom de famille, qui s'appelle aussi Guerlain, mais il appartient pas du tout à la famille Guerlain dont on parle ici. Et du coup, il s'appelle Marcel Guerlain et il va créer sa propre boutique et ses produits. Donc du coup, Guerlain n'est pas du tout d'accord et il va commencer alors de faire de la propagande, une contre-pub contre la marque Marcel Guerlain. Et il va donc créer des flacons et des affiches avec, je cite, écrit « Nous n'avons pas de prénom, Guerlain. Il y a 365 prénoms dans les calendriers. Aucun n'est le nôtre. Nous n'avons pas de prénom, Guerlain. » Jusqu'à faire éditer des flacons de parfum avec inscrit en lettres dorées « Nous n'avons pas de prénom ». Il a aussi composé Habit Rouge, qui est l'une des premières vanilles pour hommes. Donc avant, c'était compliqué de faire venir les hommes dans des parfums vanillés, parce qu'ils étaient plus pour les femmes. Mais grâce à ce parfum, ça va créer une rupture. Et donc du coup, ça va créer un total carton plein chez les hommes, et ils adorent. Et notamment, ce parfum a été approprié par de nombreux hommes politiques, comme par exemple Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. En 1969, en écho au vent de liberté qui agite cette époque-là, Jean-Paul Guerlain va créer Chamade, un parfum floral assez innovant, puisqu'il utilise pour la première fois le bourgeon de cassis,
et lui donne le nom de chamade en référence au livre La Chamade, livre de Françoise Séguin. Il compose aussi l'eau de Guerlain et Parure. Les années 80 sont marquées par l'arrivée des parfums Naïma de Guerlain afin de rendre hommage à l'actrice Catherine Deneuve dans son rôle dans le film Benjamin ou les Mémoires d'un puceau. En 1988, Jean-Paul Guerlain imagine un autre grand parfum de la marque, Samsara, un hommage à son épouse de l'époque. C'est un parfum composé de jasmin, ylang-ylang ou encore de bois de santal. Mais Jean-Paul Guerlain a fait du tort à la marque il y a 10 ans en tenant des propos racistes dans une émission. La marque l'a plus ou moins évincé de la société. Mais il a créé sa propre marque, à lui seul, nommée My Exclusive Collection, bien dissociée de la marque Guerlain aujourd'hui. Le slogan de Guerlain est « Une empreinte de moi dans la mémoire des autres, par le biais du parfum, je veux laisser un souvenir de moi dans la mémoire des autres ». Il y a une immersion en 2017 pour la première fois d'un parfumeur créateur qui ne fait pas partie de la famille Guerlain. Il s'agit d'un compositeur qui s'appelle Thierry Vasseur, un homme très passionné et qui va être nommé directeur de la création des parfums Guerlain en mai 2008 et il va officiellement commencer à composer des parfums Guerlain dès l'année 2007. Comme par exemple Quand vient la pluie ou Guerlain Homme. Mais il a aussi composé Dior Addict ou encore Tonka Impérial ou encore Idylle. En 1850 va apparaître la synthèse, donc on va pouvoir créer des molécules de synthèse, donc des matières synthétiques comme par exemple la vanilline, l'ambroxon. Et en fait, les matières synthétiques vont permettre d'agrandir la palette du parfumeur, de protéger la faune et la flore, mais surtout de pouvoir créer des parfums plus fabuleux les uns que les autres. Et grâce à ça, on va passer de 350 à plus de 5000 notes d'un coup. Mais les produits de synthèse vont être très mal vus, et ils vont être mal acceptés dans la parfumerie de luxe et vont être vus comme étant vulgaires et vont être vus comme étant source de défiguration des fragrances naturelles. On va créer grâce aux matières synthétiques des parfums comme Jiki ou encore Fougère d'Oubligan. Clairement, la dénaturation produite par les molécules de synthèse va être accueillie comme étant une expression artistique et on va commencer à se dire que faire du parfum est un savoir-faire et une œuvre d'art. Avec l'introduction de la synthèse à la parfumerie, on commence à faire le lien entre le parfumeur et le musicien. On parle par exemple de notes, d'accords, etc. Les parfumeurs vont créer de nombreuses bases à parfum, comme par exemple Georges Delair qui va créer la première base, donc Ambre 83, qui va être composée de vanilline, etc. Mais les produits de synthèse à l'époque font peur aux parfumeurs, on a peur de les utiliser. On découvre de plus en plus de notes, comme par exemple les notes quinoléine ou encore les aldéhydes. À cette époque, il y a une réelle évolution du parfum et maintenant on va conditionner les parfums à la chaîne en usine. C'est très révolutionnaire. Les flacons n'ont plus du tout cette vocation d'être produits en nombre unitaire, ils vont être fabriqués en grosse quantité et ils vont être rassemblés. Au siècle des Lumières, les flacons n'étaient pas importants, mais avec la Révolution, le flacon est à la fois récipient et objet de décoration. Il est très beau. Il va séduire le client. Il va y avoir aussi une émergence de l'industrialisation qui va améliorer de plus en plus les conditionnements, la fabrication du parfum. Et on va inventer de plus en plus d'objets, notamment le vaporisateur à parfum qui a été inventé par un écrivain, Bria Savara. Le vaporisateur permet de préserver le jus qui est à l'intérieur et il permet de ne pas faire rentrer l'air, ce qui évite l'oxydation et l'altération. Il y a aussi l'émergence de plus en plus de marques qui vont créer de plus en plus de parfums parce que évidemment on a plus en plus de moyens de créer, donc forcément on en fait toujours plus. Il va clairement avoir aussi des usines à parfums, des fabriques à parfums où on conditionne les parfums à la chaîne. Les enfants travaillent aussi dans les usines. Comme je vous l'ai dit, l'industrialisation va favoriser l'émergence de certaines marques parisiennes qui vont se faire mondialement connaître et les plus célèbres sont, on a Guerlain, on a Roger Gallet, Molinard, Félix Milot, Coty ou encore LT Pivert. Maintenant, il y a environ plus de 350 maisons de parfums, ce qui est énorme. La parfumerie du XXe siècle est synonyme de prestige, d'élégance, de raffinement et de haute couture, car on va le voir, les couturiers vont vouloir créer des parfums. Entre 1900 et 1920, il y a eu plein d'expositions à travers le monde qui étaient très importantes pour faire reconnaître les parfumeurs. Ce type d'exposition va prendre de l'ampleur et de nombreux pays vont se réunir au même endroit pour présenter à la foule le savoir-faire des nations pour se faire reconnaître. Donc c'est là que les parfumeurs vont se faire reconnaître aux yeux de tous. Beaucoup de marques avaient leur stand, notamment Pinault, LT Pivert ou encore Guerlain.